cours de sa campagne, Donald Trump, du coup, a émis plusieurs promesses qui concernent l'écosystème de la blockchain. Il n'a pas négligé l'écosystème des cryptos, il en a souvent parlé, sans doute pour les voix évidemment. Mais donc, on voulait vous lister quelques promesses, notamment qu'il a fait durant sa campagne, notamment certaines qui devraient avoir lieu day one, donc le premier jour de son investiture, à savoir mi-janvier 2025. Donc, je vais vous en citer quelques-unes, et puis après, on peut en discuter. La première, c'est de... Et donc, le dernier sujet, c'est évidemment le sujet Trump et l'analyse qu'on peut en faire du point de vue des cryptos. Je voulais commencer un tout petit peu ce sujet par évoquer Polymarket. Polymarket, c'est quelque chose qu'on a suivi de manière assez récurrente dans ces chroniques. On a dû le regarder peut-être 2 ou 3 fois pour pouvoir estimer finalement ce qui allait être l'avenir. Et en fait, Polymarket, il y a 3 choses que j'ai envie de dire dessus. Premièrement, il avait un peu raison, puisqu'il avait déjà trouvé le fait que ce serait Trump qui allait gagner. Comment il avait trouvé tout simplement par la sagesse des foules, donc faire en sorte que les gens puissent voter pour qui ils pensaient qui gagnerait à la fin. Sachant que cette sagesse des foules est évidemment une sagesse qui est raisonnée par notamment des incentives économiques. On met de l'argent et à la fin on espère en avoir plus. Donc là on ne donne pas notre avis, on donne ce qu'on pense être la réalité. Donc ce côté-là évidemment a plutôt pas mal fonctionné puisque Trump avant l'élection, juste la veille, était à en gros 60% de victoire, donc c'est quand même 20 points au-dessus de Kamala Harris, donc il y avait un vrai truc positif envers Trump. En revanche, il s'est trompé sur le vote populaire, on pensait que Kamala Harris allait gagner avec d'autant plus de marge d'ailleurs, c'est autour des 70%. Et ça, pour le coup, ça n'a pas été vérifié. Donc voilà, je voulais un petit peu parler de ça. Donc la sagesse des foules fonctionne dans quelques cas. Plus il y a d'argent, plus ça fonctionne, visiblement. Autre chose à dire, ce qui est assez ouf, c'est que, alors Polymarket va être interdit en France, donc voilà, si jamais vous l'utilisez dans un cadre illicite, très certainement. Mais par contre, c'est une application sur iPhone qui s'est retrouvée tellement puissante qu'elle est arrivée quasiment deuxième des charts aujourd'hui dans le monde. Est-ce que je peux afficher ça? Est-ce que c'est toujours là? Allez hop, j'affiche juste ça vite fait pendant une seconde. C'est donc le top app et game sur iPhone aux États-Unis et aujourd'hui Polymarket est 9e de toutes les apps gratuites, donc c'est quand même assez impressionnant, sachant que le jour de l'élection il était 2e, Polymarket. Ouais. Et ça fait quelques semaines que ça dure en plus, ça fait quelques semaines que c'est dans le top 10 globalement. Et c'est ça, exactement. Ouais, Et autre point qui est intéressant, c'est notamment, j'ai lu cet article de The Block qui parlait notamment d'une recherche autour des utilisateurs de Polymarket. Dans quelle mesure les utilisateurs de Polymarket sont pas juste venus pour la trend et pour réussir à gagner de l'argent? Est-ce que ça va pas être un cas d'usage qui finalement va rester dans le temps? Et selon Animoca Brands, ils ont tendance à penser que non, Polymarket a attiré du monde, qui s'est retrouvé à se dire ah bah c'est un cas d'usage intéressant, je peux donner mon avis, machin, je peux éventuellement me faire un peu d'argent, pourquoi pas. Et à la fin, je me fais de l'argent en jouant, donc du coup bah peut-être que je vais rester dessus. J'ai une bonne application qui marche bien, qui me coûte pas cher d'utilisation. Donc pourquoi pas rester dessus. Donc Animoca Brands, eux, ils ont donné l'idée que voilà, c'est des utilisateurs qui vont avoir tendance à rester dans le temps long. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de voir que la blockchain peut avoir du succès, notamment par ce cas d'usage, qui est un cas d'usage qui, moi, je trouve être très intéressant. Au-delà du gain potentiel d'argent, c'est aussi l'idée qu'on réfléchit ensemble à l'avenir. Donc voilà, je voulais faire un petit détour par Polymarket avant, évidemment, d'accéder au sujet principal. Et je crois que Gaëtan, tu voulais parler de promesses ? Je voulais commencer par justement deviner un petit peu quel serait l'impact de cette nouvelle administration Trump, administration républicaine, sur l'écosystème blockchain. Il faut savoir que ces 4 dernières années, l'écosystème blockchain, notamment l'écosystème applicatif, donc les différentes applications qui sont créées sur la blockchain, ont été fortement restreintes, contraintes par une réglementation plutôt hostile envers elles. Alors pas uniquement hostile, mais majoritairement hostile. Et qu'une nouvelle réglementation positive peut entraîner des changements drastiques
dans les blockchains, dans ce qui sera possible de faire applicativement sur les blockchains dans les années qui viennent. Et pour être très concret et très factuel, au cours de sa campagne, Donald Trump, du coup, a émis plusieurs promesses qui concernent l'écosystème de la blockchain. Il n'a pas négligé l'écosystème des cryptos, il en a souvent parlé, sans doute pour les voix évidemment, mais peut-être aussi parce qu'il le croyait en son sein. Il a été très bien conseillé aussi de ce que j'ai suivi. Et donc on voulait vous lister quelques promesses, notamment qu'il a fait durant sa campagne, notamment certaines qui devraient avoir lieu day one, donc le premier jour de son investiture, à savoir c'est mi-janvier, j'ai plus la date exacte, mais mi-janvier 2025. Donc je vais vous en citer quelques-unes, et puis après on peut en discuter. La première, c'est de licencier, limoger le directeur de la SEC, à savoir Gary Gensler. Donc vous savez que la SEC est vraiment un organisme que la crypto déteste de manière générale parce qu'elle réglemente plus par idéologie et par, je cherche le mot français, sans prétexte, sans argumentaire valable sur de nombreux projets blockchain, notamment des projets DeFi. Et donc, pendant sa campagne, Trump avait, lors d'un meetup Bitcoin, je crois, annoncé que Day One, il licencierait Gary Gensler pour mettre quelqu'un du coup plus favorable aux crypto à la tête de la SEC. C'était au Parti libertarien. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est la première nouvelle intéressante. On verra effectivement s'il respecte ses promesses, mais c'était la première promesse qui plaisait bien à l'écosystème crypto. La deuxième, plus philosophiquement intéressante, c'est normalement le pardon et la libération de Ross Ulbricht. Donc Ross Ulbricht, je ne sais pas si je le prononce bien, Ulbricht, c'est le fondateur de Silk Road. Donc c'était cette plateforme de marché du marché noir, entre guillemets, sur laquelle on pouvait payer avec des crypto-monnaies. Donc c'était l'une des premières utilisations plutôt criminelles et plutôt illégales des crypto-monnaies à l'époque. C'était en 2013. C'était fermé en 2013, effectivement. Voilà, fermé en 2013, ça fait un petit bout de temps qu'il est en prison, et donc il a annoncé pardonner, on ne sait pas si c'est réduire la sentence ou si c'est pardonner, mais en tout cas diminuer la peine que subit actuellement Ross Ulbricht depuis quasiment une dizaine d'années. J'en fais deux autres, après je vous laisse en donner si vous souhaitez. Une nouvelle également intéressante, c'est que les bitcoins actuellement possédés par l'administration américaine, donc il faut savoir qu'ils ont saisi des grandes quantités de bitcoins, notamment dans l'affaire Silk Road, mais pas que, veulent être gardés par l'administration Trump. Ils veulent que ça serve en réserve stratégique à la banque centrale. Donc comme la banque centrale a une réserve en or, ils veulent que ces bitcoins saisis servent en tant que réserve stratégique pour la banque centrale américaine. Donc c'est pas rien. Il veut même aller plus loin, il veut agrandir cette réserve stratégique, donc il veut acheter davantage de bitcoins et faire en sorte que le bitcoin devienne un actif vraiment sanctuarisé et développé pour cette réserve de la Banque centrale américaine. Donc, c'est pas rien pour le prix du Bitcoin et pour les crypto-monnaies de manière générale. Voilà les 3-4 news que j'ai vues. J'en ai d'autres, mais vous avez peut-être également, vous, vu passer des promesses intéressantes. Me concernant, je vais surtout partager ce que je pense en réaction à tes infos, Gaëtan. En vrai, pour l'éviction de Gary Gensler et la libération de Ross Ulbricht, je trouve que c'est des événements qui arriveront probablement parce que c'est assez facile à implémenter. Généralement, c'est juste le président qui donne sa décision et il n'y a pas vraiment d'autres choses à faire. Donc ça, effectivement, c'est largement possible. Après, ce que j'ai pu voir récemment, c'est qu'il y avait Cynthia Lummis. Cynthia Lummis, c'est une sénatrice américaine qui est très pro-crypto. Elle a annoncé que les États-Unis auront une réserve fédérale en Bitcoin. Et ça, par contre, je trouve ça beaucoup moins probable parce que voilà, faut pas oublier que Bitcoin, ça reste, même si ça a une réputation d'être une réserve, il n'empêche que la situation économique des États-Unis est très loin d'être évidente et les États-Unis n'ont pas forcément les moyens de constituer une telle réserve, ou en tout cas, s'ils doivent le faire, ils doivent d'abord faire le ménage dans leur propre économie avant que ça se passe. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il y a le fait de garder les bitcoins qu'ils ont déjà et de les en servir comme réserve. Il y a le fait d'étendre cette réserve à davantage de bitcoins. Et je suis un peu plus dubitatif, tout comme toi, sur cet aspect-là. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. On verra bien si c'est ce qu'ils font. Et moi, je voulais un petit peu revenir sur un petit truc qui a été cité notamment par Trump il n'y a pas si longtemps que ça. C'était l'idée que les CBDC n'étaient pas forcément quelque chose de bien, mais après, il en parle au moment où il parle au Parti libertarien. Donc ça va dans leur sens. Donc voilà, qu'est-ce qui est la réalité entre promesses de campagne et réalité? Ils ont $1, ils ont quand même envie que leur dollar soit fort. Sinon, ce serait complètement débile de la part d'un président que de dire non, mais notre argent qu'on crée et qui a aujourd'hui une grosse suprématie dans le monde, on le supprime. Non, c'est pas ça non plus. Ils veulent que leur argent soit fort.
Et d'ailleurs, on voit comment les bourses réagissent avec notamment une montée du dollar face à l'euro, ce genre de choses. Donc du coup, ils n'ont pas intérêt à ce que le dollar n'existe plus. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, les monnaies vont être de plus en plus numériques, de plus en plus numérisées, digitalisées, et ainsi de suite. Donc du coup, il y a tout intérêt à avoir des CBDC. Donc qu'est-ce qui est la réalité? Qu'est-ce qui sera faux? Seul l'avenir nous le dira. Mais voilà, il y Ouais, mais avait, il y avait ce truc-là. il a quand même effectivement annoncé être totalement contre les CBDC. Après, je pense qu'il y a différents moyens de créer des CBDC. Tu peux créer un dollar digital sans pour autant être dirigé par une banque centrale extrêmement puissante. Donc, effectivement, il a pour l'instant annoncé ça, mais je partage ton avis. Le monde devenant de plus en plus numérique et digital, c'est compliqué pour un État dans les décennies qui viennent de ne pas avoir sa monnaie version digitale. Donc, je te rejoins un petit peu, tout à fait. Après, ça peut être géré par la blockchain directement, par des entités comme Circle, qui du coup, tu vois, ne seront pas des CBDC, mais seront simplement des stablecoins tokenés sur la blockchain. Ça peut être ça, sa solution. Et au contraire, aujourd'hui, les stablecoins sont une excellente solution au problème de la dette américaine, parce qu'elles achètent tellement de bonds américains, de T-bonds américains, qu'elles permettent aux USA de soutenir leur dette pour le moment. Donc, tu vois, ça peut aussi être positif de développer cette partie-là et de ne pas développer les CBDC. On verra bien ce qu'il fait, mais c'est vrai qu'il a annoncé cette nouvelle assez importante de ne vouloir arrêter le développement des CBDC. Tout à fait. Et juste un petit truc, on parle beaucoup de Trump pour les cryptos, puisque on est une école spécialisée blockchain, donc ça nous intéresse de voir ces éléments-là. On n'oublie pas que Trump, évidemment, a tout un autre programme qui est celui d'un programme d'un État fédéral, hein, évidemment. Il ne gère pas que le côté crypto. Et évidemment, sur ça, on peut avoir un avis extrêmement négatif en sa faveur. Il suffit juste de voir, par contre, que sur la crypto, il a essayé de s'introduire pour, par contre, comprendre que ça va avoir un impact sur notre écosystème. Et donc, il faut en parler, il faut en débattre, il faut essayer de comprendre dans quelle mesure ça va avoir un impact. On est obligé, notamment, moi j'ai juste envie de revenir sur deux choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir que son programme autour de la crypto a été réalisé en partenariat avec Ryan Selkis, qui est l'un des fondateurs de Messari Crypto. Donc c'est un cabinet de recherche autour de la crypto qui font tous les ans d'ailleurs leur report sur l'année passée et qui est très intéressant ma foi. Donc du coup il y a des gens qui s'y connaissent en crypto qui sont venus interagir dessus, qui ont des idéologies certaines mais qui au moins s'y connaissent, donc c'est quelque chose de plutôt pas mal de parler avec des connaisseurs. Et deuxième chose à voir, c'est évidemment le côté ça a monté en fait, la crypto a bien réagi après Trump, c'est plutôt cool, on a tapé un ATH, on l'a même pas cité, c'est quand même fou. C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'était pas étonnant vu l'annonce, effectivement, mais c'est quand même à mentionner. Et ce qui est aussi marrant, c'est que les crypto-monnaies qui ont le plus réagi à la hausse, notamment, sont les crypto-monnaies qui, justement, avaient des contraintes réglementaires fortes. Tous les protocoles de DeFi où on avait du mal enfin, les investisseurs ont du mal à se placer dessus parce qu'il y a un vrai risque réglementaire sur ce type de token-là. On a un risque réglementaire qui vient de diminuer avec une administration Trump. Donc, ce sont ces cryptos-là qui ont le plus réagi. Alors, je sais pas, c'est dans des dizaines de pourcentages, je sais pas le nombre exact. Et également des crypto-monnaies comme l'Ether, ou qui était à la limite du légal. Toujours, on ne peut pas avoir un ETF avec du stake Ether parce que c'est peut-être une security. Bref, ce type d'asset-là a au final davantage monté que Bitcoin. Je me serais attendu à l'inverse parce que Trump a fait beaucoup de déclarations sur Bitcoin et pas tant sur Ethereum, par exemple. Et on a plutôt eu ce type d'actifs, donc des actifs DeFi ou des actifs comme Ether, qui ont monté davantage. Alors, ça ne se joue pas beaucoup entre l'Ether et Bitcoin, mais peu importe. Tout simplement pour dire que la suppression potentielle, parce qu'on n'en est pas certain, mais de cette contrainte réglementaire donne vraiment beaucoup d'air à de nombreux projets et ça permettra sans doute d'accélérer le développement de l'écosystème blockchain dans les années qui viennent. Peu importe ce qu'on pense effectivement de Trump sur d'autres secteurs, enfin sur d'autres pans de l'économie ou même de la société, c'est pas trop le but de la chronique d'aujourd'hui, mais sur l'aspect blockchain, c'est globalement vu comme étant favorable, d'où le fait que les cryptos montent depuis 2 jours. D'ailleurs, moi je dirais juste un tout petit mot dessus parce que je vois l'heure. Ce qui est assez intéressant, donc il y a Trump, voilà. Mais il y avait aussi les élections pour le Sénat américain et la Chambre des représentants. Ils ont un mode d'élection qui est quand même... Là en plus, on est à la confluence d'élections. Et ce qui est chose à noter, par exemple, pour le Sénat, donc il y a des pro-crypto républicains qui ont été élus en grande majorité. Mais il y a aussi beaucoup d'élus démocrates pro-crypto qui ont été élus. Donc on est aussi sur une mouvance, on va dire, transpartisane, ce qui est assez intéressante aussi, du coup, que l'on soit pro, anti-Trump, peu importe. Là-dessus, il y a un enjeu aussi transpartisan vers l'industrie crypto et blockchain. La réalité, c'est que, Kamala aurait peut-être eu moins d'impact sur l'écosystème crypto de manière aussi directe, mais la réalité, c'est que le Parti démocrate était quand même assez partisan aujourd'hui de la crypto-monnaie en général. Donc il y avait quand même cette idée-là transpartisane. Et donc du coup, pardon.
Ah, je voulais te couper juste parce que justement PQ a mentionné le site pour rebondir sur Michael. Il y a un site qui a été fait par Coinbase qui s'appelle Stand with Crypto. Alors c'est plus qu'un site, hein, c'est un lobby américain qui s'est développé pour la crypto, qui vous montre justement tous les sénateurs ou les représentants de la Chambre des représentants, je connais pas leur nom exact, qui sont pour la crypto et contre la crypto. Ils vous montrent ceux qui ont été élus, ceux qui n'ont pas été élus. Et donc sur cette élection, il y a eu, alors la Chambre des représentants, je crois, 240 élections de représentants pro-crypto contre 100 élections de représentants anti-crypto. Donc c'est une politique de lobbyiste qui a fonctionné, qui a marché. Et effectivement, tu as tout à fait raison de le signaler. C'est pas uniquement des républicains, il y en a de deux côtés. Même si aujourd'hui, factuellement, on en a plus côté républicain que côté démocrate en termes de pourcentage. Voilà, c'est factuel, mais il y en a quand même des deux côtés, tout à fait. Il y a une liste, c'est moyen, je trouve. Bah, c'est une liste qui permet au moins de comprendre ce que c'est que la réalité. Après, comme tout, c'est des déclarations d'intention. Hein. C'est comme ce qu'on dit, par exemple, Trump par rapport à l'écosystème crypto, c'est des déclarations d'intention. Maintenant, il va falloir voir dans les faits ce qui se passe, quoi. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de lobbying, mais il est beaucoup plus transparent qu'en Europe. Donc, on voit les politiques de lobbying, la PAC crypto notamment américaine, c'est extrêmement transparent. Ils s'en cachent pas, on voit que, parce que la finance est moins tabou là-bas, donc on voit combien ils ont donné à quel sénateur, il y a beaucoup plus de transparence. Voilà. Mais le lobby crypto est un lobby extrêmement puissant. Je crois que pour cette élection américaine, c'est l'un des lobbies, je crois que c'est le numéro 2, qui a le plus contribué financièrement aux sénateurs ou aux différents députés américains. Je ne connais pas exactement les nomenclatures, mais il est très très fort ce lobby en ce moment. Je pense qu'il y a une semaine, j'avais dû citer le créateur de XRP qui avait envoyé 10 millions à Kamala, donc ça allait dans les deux sens. Et juste un dernier truc quand même, on ne peut pas citer l'élection de Donald Trump sans parler d'Elon Musk, qui ont été main dans la main pendant toute la campagne, et grâce à qui il a très certainement aussi gagné, grâce notamment aux réseaux sociaux d'Elon Musk. Et donc du coup, quand on pense à l'IA, on pense forcément à Tesla et à tout ça, donc c'est aussi une avancée vers, pourquoi pas, de la dérégulation ou ce genre de choses autour de l'IA. Peut-être que ça fera office d'une prochaine chronique. En tout cas, c'est la fin de celle-ci. Il est 13h34, donc nous sommes un petit peu en retard. En revanche, si vous voulez pas être en retard sur l'actualité et sur aussi les connaissances profondes sur la blockchain et l'IA, vous pouvez évidemment vous inscrire dans nos formations. Il y en a une nouvelle qui sort en janvier, qui est tout comprendre d'un projet blockchain. Il y a une petite vidéo sur YouTube qui en parle, si vous avez envie d'aller regarder, c'est sur la chaîne YouTube d'Alira. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, j'ai l'impression de faire mon youtubeur. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.